Aujourd'hui, 21 décembre 2021, nous célébrons les Saint-Pierre. L'occasion pour nous de souhaiter bonne fête patronale à tous ceux qui se prénomment Pierre ou Saint-Pierre. Bonne fête patronale à vous. Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, ravi de vous retrouver. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Cette semaine, nous sommes installés à Bousouma pour la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, vous allez avoir un témoignage d'un homme de la culture proche du Dima de Bousouma qui va nous conter l'histoire de Bousouma. Ça sera dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Bébé Kodio Kambou qui sera là pour partager des informations avec nous. Notre invité du jour est Monsieur Hyacinthe Ouedraogo. Il est ancien chercheur à l'université de Gawa et membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Comment nous pouvons refonder donc notre patrie en proie à l'insécurité aujourd'hui? Vous aurez les réponses avec Monsieur Hyacinthe Ouedraogo qui est notre invité de ce jour. Et dans la chronique Un nœud sur la société avec Serge Youssef Ouedraogo, nous nous intéressons aujourd'hui aux cadeaux de fête de fin d'année. Alors, qu'est-ce que vous pouvez offrir en cadeau à vos enfants et pourquoi doit-on offrir un cadeau à son enfant pendant ces périodes de fête de fin d'année, que ce soit la fête de Noël, que ce soit la fête du Nouvel An? Nous en parlerons dans la chronique née sur la société aujourd'hui. On s'installe confortablement et nous partons tout de suite et maintenant à Bousouma. Et nous sommes installés confortablement à Bousouma. Nous disons d'ailleurs merci à Abdoulaye Kenda qui nous a ramené les images de Bousouma parce qu'il a assisté justement au Napousma du Dima de Bousouma cette année. Nous allons vous proposer aujourd'hui d'écouter le témoignage de Monsieur Sawadgo Bongonsom. Il est justement homme de culture du côté du Dima de Bousouma. Il nous parle bien sûr de la culture et il nous parle de l'histoire surtout de cette localité. Suivons son témoignage. Je m'appelle Sawadro Bongonsom. Je suis né à Koutoum Tienga, un grand village du département de Bousouma. Aujourd'hui, je suis homme de culture. Je suis toujours au côté du roi. Et je parle toujours de la culture, je travaille sur la culture. Bousouma, il y a plusieurs significations, plusieurs sens. Mais si on veut voir, le principal signe veut dire enterrez-moi ici. Et pour ne pas dire ça, on a dit que c'est là où on a enfoui des fétiches ou bien des quoi du royaume. C'est ça. Sinon, normalement ça veut dire enterrez-moi Bousimka. Si je ne suis si je ne suis pas, si je suis mort, enterrez-moi ici. C'est dans sa cour, ça veut dire dans le palais. Alors, le royaume a été créé en quelle année? En 1530, 1530, vers bien sûr, par le Naba de Bigiswende, fils du Moro Naba de Ouagadougou, Koumdou Miemre, 8e roi de c'est ou bien 6e roi de Ouagadougou, si on veut voir. Bousouma, avant la zone, la région était commandée par un fils, le premier fils de Naba Oubli, qui s'appelle le Naba Naskimde. Après la mort de Oubli, on est venu ici à Korsmoro, envoyer son premier fils qui s'appelle Naskimde. Il a rayé 62 ans et il est enterré à Tourou, derrière Kombisri. Donc, après lui, est venu Tiraongo. Tiraongo, quand il était à Bousouma, il s'est déplacé pour aller en guerre. D'autres disent que c'était pendant 12 ans, d'autres disent que c'était pendant 9 ans. À son retour, comme on ne le croyait pas vivant, il a trouvé qu'on a fait ses funérailles. Donc sa cour était gâtée. Et quand il voulait rentrer, il n'est pas rentré parce qu'on a fait votre funérailles, les enfants ont pris leur maman comme femme, donc c'est pas la peine. Et il s'est déplacé dans un village qu'on appelle Fautirgué. C'est là-bas il est mort, il est enterré là-bas. Donc en ce moment, le royaume, bon, ce n'était pas le royaume, c'était un canton du royaume de Ouagadougou. Donc la zone est vide. Qu'est-ce qui se doit se faire? Les chefs de terre, les autochtones, les premiers, les Ignosés. Il y a eu 3 villages, Soara, Solegui et Tankpore. Ils sont partis voir ceux de Ouagadougou pour demander un prince. Parce que sinon ils seront dérangés par les pillards et autres. Bon, ils n'ont pas encore eu jusqu'à la mort de Moro Naba Koumdoumié. Et quand Koumdoumié mourait, son premier fils aussi s'est déplacé pendant longtemps, il n'est pas revenu.
On ne savait même pas où il était. Et comme le royaume, chaque grand royaume, c'est une semaine après qu'on doit l'introniser. La semaine est arrivée, le premier fils n'est pas arrivé. Et on a pris son petit frère qui s'appelle Kouda. On a placé Kouda. Le fils de Napara Pablé. Sa maman s'appelle Pablé. Quand on l'a intronisé, 2 jours après, celui qui était premier, qui doit devenir maintenant petit frère, est arrivé. Et quand il est arrivé, sa maman, qui s'appelle Napara Léré, a dit au grand ministre de recommencer l'histoire, de renommer maintenant une autre. Il a dit pourquoi? Il dit non. Et la vieille dit que lui, il était la première femme de Kounoumie. Et il a eu le premier fils. 2. Troisièmement, il a passé partout sur les cérémonies du grand fétiche. 4. Elle n'a pas gâté comment on appelle, le bracelet. Ça veut dire que depuis qu'elle est née, elle ne connaît aucun garçon sauf son roi. Donc, pourquoi on n'a pas nommé son fils comme roi et on a nommé un autre fils? Et les autochtones, les ministres du royaume de Ouagadougou disent oui, maman Léré, vous avez dit vrai, nous on a fait vrai. Où était votre fils? Vous-même, vous ne connaissez pas où il était. C'est parce que le décès de son père va loin qu'il a appris. Et il est arrivé 2 jours après la nomination. Et il est arrivé, il a trouvé qu'on a nommé son petit frère. Il ne peut pas discuter avec nous. Si on avait donné dans une autre cour, oui. Lui, il sait qu'une semaine après, on doit avoir un roi. Pourquoi? Donc la vieille était découragée comme son fils. En ce moment, quelques mois après, comme bon, le cœur se commence, ici le cœur refroidit, on peut parler. C'est en ce moment, on a dit au Naba Kouda que de ça, que là où on appelle Boujma, celui qui était là-bas a gâté le Tirangla. Donc les autochtones, les Ignosés étaient venus demander un prince. Donc comme c'est devenu comme ça, demandez au prince là, Nabikieng là, son grand frère là. S'il accepte, il peut partir à Boujma, il va gagner le cola et comme le tabac. Là, il va lui aussi vivre. Et on lui a parlé, il dit qu'il est d'accord. Il a accepté. Quand il a accepté, il faut maintenant prendre tout ce qui, ceux qui aident le roi, comme ceux qui aident, comme on dit, les ministres et autres là, ils ont eu jusqu'à 22 personnes. Chacun doit venir avec sa famille, ses proches pour l'accompagner. Et en 1530, quand ils vont quitter Kiou, près de Koudougou, pour venir, c'est en ce moment-là que sa vieille, sa maman, est entrée dans le cours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fétiche femelle. Parce qu'il y a 2 fétiches. Fétiche mâle, fétiche femelle. Fétiche mâle, c'est celui qui se trouve au Yatianga. Et toujours, chaque vendredi, Ouagadougou fait le faux départ. Le fétiche femelle, maintenant, c'est ce qui est à rester avec Koumnoué à Ouagadougou. Et Koumnoué, comme il est décédé, quand celui qui vient à Boujma, sa maman a pris la femelle. Ils ont quitté Kiou, de Kiou, ils ont passé par Chourougou, Chourougou, ils ont passé par Titienga. Et il y a le fleuve. Quand ils étaient proches du fleuve, on a dit à la veille que si on traverse ce fleuve, c'est Boujma. Il avait dit, ah bon, il est d'accord. Arrivé dans le fleuve, il y avait l'eau. Il a dit de descendre, comme on dit, le Nam Tibre, Tipoko. Ils ont planté ça. Comme depuis plus de 9 siècles là, ça ne fait pas comme ça, toujours droit. Ils ont planté ça dans l'eau. Et il avait dit, moi, fleuve, moi j'accompagne mon fils pour partir à Boujma. J'ai laissé un autre fils derrière moi. Celui que j'ai laissé là-bas, s'il te traverse pour aller faire querelle, palabre, guerre avec celui que j'accompagne, j'aime que le petit le bouffe. Toi, tu es témoin fleuve. Celui que j'accompagne, s'il se retourne pour aller voir l'autre là-bas, tu es témoin fleuve. Je veux que le petit là, termine. Je ne veux pas qu'il se bagarre. Parce que pourquoi? Tous les deux ont été. Et puis il a pris l'eau avec sa main droite versé sur le fétiche. Le fleuve s'appelle Nakabe. En ce moment, il est arrivé. Donc voilà comment est venu le royaume. Vous écoutiez à l'instant Monsieur Sawatogo Bongomsom, donc au micro de Abdoulaye Kinda, qui était notre envoyé du côté de Boussouma pour justement recueillir ces témoignages. Rappelons que Monsieur Sawatogo est homme de culture du côté donc du Dima de Boussouma et il nous relatait l'histoire donc et les conquêtes bien sûr donc de Boussouma, un royaume devenu aujourd'hui bien sûr une localité. Alors, pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale et puis bien sûr, je vous laisse au soin de Michael, notre réalisateur du jour.
Alors, nous allons poursuivre avec cette émission et vous le savez, chaque jour, vous avez droit à l'information. Et aujourd'hui, nous serons avec Bébé Kodjo Kambou qui va partager la revue de presse avec nous. Virgule d'abord et on revient. Nous recevons aujourd'hui Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse. Bonjour Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Merci d'être là à nouveau pour justement partager l'information avec nous. Et nous allons débuter d'abord par la lecture du moins des différentes unes avant les commentaires. C'est bien cela. Et pour débuter, nous allons lire d'abord la une de l'Observateur Palga. À la une de l'Obs ce matin, on peut lire Gouvernance financière 2020, la note mitigée de la Cour des comptes. Décès Roger Nkiema, le patriarche repose désormais chez lui à Ouidi. Concours d'excellence en production médiatique, le premier prix à Zalissa Souré de l'obspalga.com. Cameroun 2021, l'injouable Cannes. Procès Thomas Sankara, je suis venu pour faire la guerre, mais elle n'a pas eu lieu, c'est selon Mané Kouka, première classe à la retraite. Donc un témoin. À présent, la une du quotidien Le Pays. Et on peut lire ceci. Modification du code électoral, le feu vert de l'Assemblée nationale. C'est à lire à la page 20 du quotidien Le Pays ce matin. Nouveau gouvernement au Burkina, des motifs d'inquiétude. Dans la rubrique Mardi politique, c'est le député CDP Yaya Zongrana qui est à l'honneur et il déclare ceci. La crise au CDP est une crise de malgouvernance, c'est à lire donc à la page 2 de Le Pays ce matin. Média, Roger Nkiema repose au domicile familial. Incertitude autour de la fête du football africain au Cameroun. Qui veut tuer la CAN? C'est une interrogation. Dans la rubrique Révélation du quotidien Le Pays, on lit Commission justice et paix de l'Église catholique au Burkina. 75 femmes exclues de leur famille retrouvent les leurs. Donc voilà donc ce que nous apprenait Le Pays ce matin à sa une. Aujourd'hui au Faso, nous apprenons ceci. Mahamadou Sanou, sergent-chef donc à la retraite. Notre mission était de neutraliser la FIMAT. Donc, à lire à la page 2, procès Thomas Sankara. Hypothèque sur la canne au Cameroun, Mosepe Tenaye entre maintien et report. Adoption de la loi portant modification du code électoral, l'élection des maires par suffrage direct renvoyée à 2027. Région du Nord, opération sécurisation du Lorum. Cour des comptes, le rapport 2020 expliqué aux hommes de médias. Attaque d'un convoi français au Niger, Paris répond à Niamey, la France a déjà mené une enquête. Lutte contre le terrorisme, la coalition citoyenne pour le Sahel appelle à un changement de stratégie. La une du journal Le Quotidien à présent. Et sur cette une, on lit ceci, rapport public 2020 de la Cour des comptes. Plusieurs ministres et députés non en règle vis-à-vis de la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Projet de loi portant modification du code électoral adopté. Des délégations spéciales dans les communes où les élections ne pourront pas se tenir. Médaille d'honneur des eaux et forêts, 60 bérets verts distingués. Ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi, 73 agents distingués. La une du quotidien d'État citoyen à présent. Et on y lit Centre-Ouest, le gouvernement à l'écoute des forces vives. Code électoral, 26 articles modifiés. Dans la rubrique Trait de plume des citoyens, on peut lire VDP ou la mort, nous vaincrons. Procès Thomas Sankara, prend soin de Philippe et Auguste, témoin Émile Nakoulma. Action humanitaire, le CGD, soucieux de la situation des PDI. Cour des comptes, le rapport public 2020 dévoilé. Mode vestimentaire, le Cocodonda et le Faso d'Anfani font la loi. Et nous allons terminer du côté de Vodulasso avec la une de l'Express du Faso. Et à la une de l'Express ce matin, on lit
Code électoral, une vingtaine d'articles modifiés pour un scrutin incertain. Dans la rubrique Autant le dire, on lit le contre-pied politique parfait d'Edi Kombouego. Erreur des entreprises 2021, l'excellence de l'Inco Perfect reconnue. Pratique agricole au Burkina, Bakary Ouattara soulève les problèmes liés à l'utilisation des pesticides. Procès Thomas Sankara, mes éléments m'ont dit que le diable a appelé vers 19h. Accès à l'énergie durable, le plan de la commune de Bobo-Dioulasso, voilà qui m'a fait à la lecture d'une des quotidiens ce matin. Merci à toi, Kambo. Retour sur quelques sujets d'actualité et nous partons à l'Assemblée nationale pour commencer, pour parler du code électoral qui a été modifié. Oui, le code électoral a été modifié donc hier par l'Assemblée nationale, comme nous l'apprennent beaucoup, en tout cas de parution, à l'heure une ce matin. Donc le code électoral qui a été modifié un peu, non seulement pour tenir compte de la situation sécuritaire, mais aussi pour tenir compte des conclusions du dernier dialogue politique entre majorité et opposition. Alors, comme l'ont dit certains journaux, il y a 26 articles, voilà précisément, qui ont été modifiés donc, dans ce code. Et ces modifications touchent par exemple la question du suffrage universel. Donc, vous savez que depuis un certain temps, la classe politique a fait l'option de ce que le suffrage universel soit appliqué aux élections locales, donc aux élections municipales. Maintenant, la question qui se posait, c'est la date de prise d'effet, donc où il n'y a pas eu consensus entre majorité et opposition depuis le dernier dialogue politique. Une partie qui était prête pour que le suffrage universel s'applique dès l'élection de 2022 qui est devenue maintenant incertaine, et même si les modalités là aussi n'étaient pas bien définies, voilà, et une partie par prudence, étant donné que les modalités n'étaient pas définies, a décidé de ce que ce soit reporté afin d'y voir clair. Je vais parler de l'opposition. Voilà. Donc cette modification acte définitivement cela. Donc désormais on parlera d'élections, de suffrage universel aux élections municipales en 2027. Voilà. Même si ces élections de 2022 qui sont incertaines maintenant, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop précisément à quelle date ça va se tenir, mais on peut se dire que les prochaines élections municipales, en tout cas, ne seront pas concernées, donc pas ces suffrages universels directs dont on parle. Voilà. Donc c'est acté. Autre modification, c'est le fait que désormais, alors il a été fixé un seuil de couverture des circonscriptions électorales pour que l'élection municipale soit validée. Et la modification dit clairement que pour qu'une élection municipale soit validée, donc dans une commune, il faut une couverture de 50% de la circonscription électorale. Alors, on sait que quand on parle de communes, alors l'élection municipale, la circonscription électorale, c'est le village. Maintenant, quand on parle d'un seuil de 50%, ça veut dire, par exemple, qu'il faut que les élections aient lieu au moins dans 50% du territoire communal, par exemple. Donc, voilà un peu ce qui s'est dit. Je le disais tout de suite, c'est pour tenir compte de la situation sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des communes où c'est difficile de tenir, par exemple, les élections sur tout le territoire communal. Donc, il faut prévoir des dispositions comme ça pour savoir dans quelle commune on valide les élections ou pas. D'accord. Je crois que c'est aussi important. Une autre clarification qui est un peu issue de cette modification, ce sont ces clarifications apportées au niveau des articles 206 et 238. Donc, ce sont les articles relatifs au nomadisme politique, par exemple. On sait que ça ne cesse de faire débat. Tout récemment, on a vu le ministère de l'administration territoriale qui a sorti une note pour demander, par exemple, à certaines autorités déconcentrées de déchoir un peu certains maires qui auraient quitté leur parti, donc qui étaient traités de nomadisme politique. On a vu tous ces feuilletons judiciaires que cela a donné. Et il y a eu des problèmes dans l'interprétation de ces articles-là, parce qu'il était difficile
pour une personne qui n'a pas démissionné de façon formelle, voilà, il était difficile de le traiter de nomade politique, parce qu'il y a des gens qui disent n'avoir jamais démissionné, ou bien qui disent avoir été exclus. Donc il y avait des problèmes d'interprétation. Le code, cette modification donc permet de clarifier tout cela, même si ce n'est pas les nouvelles dispositions, donc pour malheureusement les partager ici. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alors, au-delà de la modification du code électoral, il y a eu aussi l'adoption d'un projet de loi portant habilitation du gouvernement à ratifier par voie d'ordonnance des accords et conventions signés avec des partenaires techniques et financiers. Alors, habilitation à ratifier par voie d'ordonnance, ça veut dire quoi concrètement? Vous savez que dans notre constitution au Burkina, il est fait une délimitation des domaines de la loi et du règlement. Par exemple, on parle de loi lorsque une règle est adoptée par l'Assemblée nationale. On parle de règlement lorsque ça vient de l'exécutif. Donc ça peut venir soit du président, du premier ministre ou des ministres, dans les arrêtés et les décrets, par exemple. Donc la Constitution a déjà délimité cela. Il y a des domaines où on ne peut pas légiférer, on ne peut pas réglementer par décret ou par arrêté, par exemple. C'est réservé exclusivement à l'Assemblée nationale. On dit que ça relève du domaine de la loi. C'est le cas, par exemple, des accords et conventions, de la ratification des accords et conventions que le Burkina signe avec les partenaires étrangers, par exemple. Donc, l'exécutif, normalement, ne devrait pas s'asseoir en conseil des ministres et puis ratifier un accord qu'on aurait signé, parce que c'est l'exécutif qui signe l'accord, mais il appartient à l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, de dire qu'on adhère à tel ou tel accord, donc de ratifier l'accord. Donc, pour que l'exécutif le fasse, il faut que l'Assemblée nationale lui donne une autorisation, et c'est ça qui est la loi d'habilitation, donc qui permet au gouvernement d'adopter, de ratifier donc par voie d'ordonnance des accords et traités signés avec des partenaires. Donc c'est ce qui a été fait. Cette autorisation a été donnée donc à l'Assemblée nationale et au gouvernement, j'allais dire, par l'Assemblée nationale à travers donc l'adoption du projet de loi portant habilitation du gouvernement à ratifier ces accords et traités donc signés avec les partenaires. Selon ce qui se dit, cela va faciliter un peu voilà, l'aide, par exemple. C'est un peu l'objectif de l'adoption de ce projet de loi. Donc voilà, entre autres, ce qui a été fait hier donc, à l'hémicycle. Et autre actualité, c'est cette opération de sécurisation du Loroum. Oui, là, depuis quelques semaines, il faut le dire, il y a des alertes concernant la situation sécuritaire dans le Loroum. Alors, selon le point hebdomadaire de sécurisation du territoire national fait par l'armée et qui est repris aujourd'hui dans un article d'Aujourd'hui au Faso, dans sa rubrique News du jour, il est dit que des unités ont été déployées donc, dans le Loroum pour sécuriser la province et repousser les groupes terroristes qui, en tout cas, qui ne rendent pas la vie facile aux populations depuis un certain temps là-bas. Ça ne fait pas rire. Alors, selon ce que dit Aujourd'hui au Faso également, des opérations sont déjà menées et certaines autres opérations sont en cours avec l'appui de l'armée de l'air. Donc, si cela est avéré, c'est vraiment un ouf de soulagement pour tous les Burkinabés et pour toutes ces personnes qui vivent dans cette province, parce qu'on imagine que c'est pas facile lorsque une ville tout entière est encerclée, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'entrée. On imagine que c'est vivre la peur au ventre. C'est pas facile, voilà. C'est vivre la peur au ventre. On a vu les reportages de certains médias, par exemple, là-dessus. Donc, ce n'est pas simple. Donc, on peut saluer, si cela est avéré, on peut saluer cette opération de l'armée. Maintenant, ce qu'il faut dire également, c'est que vers la fin de la semaine dernière, on a appris qu'il y a eu un déploiement de l'armée, mais quelques jours après, on a appris aussi qu'il y a eu un repli. Donc, je me pose la question de savoir si ce point-là ne tient pas compte du premier déploiement. Si c'est vraiment un nouveau déploiement après les replis dont on nous a parlé, on peut applaudir parce que ces populations seront vraiment soulagées. Espérons. Nous terminons en football. Oui. On parle de la CAN. Oui, on parle de la CAN qui est en sursis, si on peut le dire ici, parce que actuellement, il y a des incertitudes quant à la tenue donc, de cette CAN, donc, qui est censée démarrer le 9 janvier prochain. Donc, du côté du Cameroun, les Burkina même doivent jouer les matchs d'ouverture contre les pays organisateurs.
Mais depuis un certain temps, il y a eu cette polémique. Au début, on nous disait que les stades qui devaient accueillir les matchs d'ouverture n'étaient pas prêts. Il y avait une intention de délocaliser la CAN au Qatar. Et après encore, on nous parle de la situation sanitaire avec le nouveau variant du Covid-19 Omicron. Donc, qui a fait que, bon, il y a eu une rencontre ces derniers jours entre la CAF et la Confédération africaine de football et la FIFA, la Fédération internationale de football association, pour décider un peu du sort de la CAN. Mais il se trouve qu'après cette rencontre, il n'y a pas de réponse claire quant à la tenue donc, de la CAN. Mais ce qu'on sait, c'est qu'après la rencontre, le président de la CAF, Patrice Motsepe, est depuis hier au Cameroun. Et quand il est arrivé, il allait au stade qu'on disait ne pas donc, être prêt. Où il a donné, en tout cas, il a fait des déclarations devant la presse, des déclarations qui sont rassurantes. Même s'il ne lève pas totalement les doutes sur voilà, la non-tenue, par exemple, de la CAN, parce que voilà, c'est les déclarations qu'il fait sont rassurantes, comme je l'ai dit, mais ça ne lève pas totalement les doutes. Aujourd'hui même, il doit rencontrer le président de la République camerounaise, donc Paul Biya. Peut-être que c'est à l'issue de toutes ces rencontres qu'on saura, qu'on y verra vraiment clair. Donc pour le moment, on est encore en train de regarder. Mais ce qu'il faut dire, au-delà de toutes les raisons qui sont annoncées, les stades qui ne seraient pas prêts ou bien la situation sanitaire, c'est qu'il y a une vérité qu'on cache. C'est que le club européen ne souhaite pas la tenue de la CAN à cette période. Parce que à cette période-là, le championnat, la Ligue européenne de football est en cours. Alors que si la CAN doit se jouer, ces clubs-là doivent libérer les joueurs africains. Okay. Les joueurs africains. Donc, ce n'est pas vraiment du goût de ces clubs qui payent cher ces joueurs qui n'aimeraient pas les libérer, au moins pour peut-être plusieurs semaines, voire un mois. Pour qu'ils reviennent jouer pour leur pays. Pour leur pays. Donc, il y a ce problème-là qui se pose. Donc, ces clubs-là sont en train de faire une sorte de lobbying auprès de la CAF, auprès de la FIFA, pour influencer, par exemple, la CAF, afin que la CAN soit reportée. Il y a eu cette idée qui a été défendue depuis, de faire de telle sorte que la CAN ne se joue pas à cette période, que la CAN se joue, par exemple, en saison pluvieuse, ce qui permettrait, voilà, de faire de telle sorte que ça ne coïncide pas avec les championnats européens. Alors que dans la plupart de nos États, cette période aussi n'est pas propice aux activités sportives. C'est ça. Donc, il y a ce débat-là qui se mène depuis. On sait que c'est le prolongement de ce débat. On sent quelque part qu'il y a une volonté de certains acteurs de faire de telle sorte que la CAN ne se joue pas à cette période. C'est vrai que le variant Omicron est une réalité, mais on a toujours dit le Covid-19 et l'Afrique. Bon, je me demande vraiment si cela doit empêcher la tenue de la CAN, surtout qu'il y a un protocole sanitaire très rigoureux qui est appliqué au Cameroun et déjà on nous dit que pour avoir accès à la CAN, il faut le pass vaccinal. Donc si toutes ces conditions sont réunies, normalement, il n'y a pas de raison de reporter la CAN, sauf s'il y a autre raison qu'on nous cache. Donc disons ils sont en train de chercher la bonne raison à officialiser alors. Mais je me dis qu'à l'issue de la rencontre entre Patrice Motsepe et Paul Biya, on pourra annoncer la bonne nouvelle aux Africains, surtout aux amoureux de football qui attendent impatiemment cette fête du football africain. Et le vœu ici, c'est de faire vraiment, de souhaiter que la CAN là ne soit pas reportée. Voilà. D'accord. Bien noté. Et moi, ça m'a fait bizarre quand tu as parlé de stades qui ne seraient pas prêts, parce que moi, j'ai vu des publicités sur les chaînes étrangères où vraiment ils présentaient côté podium, côté gradin, tout est prêt. J'ai trouvé que c'était une bonne publicité. C'est l'extérieur. Et au vu du temps qui reste et de l'accélération du travail qui s'est fait sur le terrain, il n'y a pas de raison que d'ici le 9 janvier, ça ne puisse pas c'est joli, un match. Quoi. Moi, j'ai regardé les images, j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Donc, quand on lit un peu certains journaux ce matin, puisque je l'ai dit, le déplacement du président de la CAF, Patrice Motsepe, au Cameroun était prévu pour demain mercredi, mais il a précipité ça hier. Donc, apparemment, il y a eu une suspension de la rencontre qui a eu lieu au Qatar avec la CAF et la FIFA pour aller faire une inspection de dernière minute, peut-être espérant trouver une faille. Mais il se trouve que le stade, à l'état où il est actuellement, pourrait accueillir vraiment la CAN d'ici le match d'ouverture d'ici le 9. Et même si ce stade n'était pas prêt,
il y a plusieurs stades, on peut délocaliser les matchs d'ouverture en attendant que ce soit prêt. Et peut-être au cours de la CAN, si le stade est prêt, on y revient pour continuer à jouer. Je ne vois pas vraiment une raison vraiment valable de reporter la CAN. Mais bon, c'est comme je l'ai dit, on sent du lobbying quelque part pour faire reporter cette CAN. On espère que les dirigeants du football africain, notamment Patrice Motsepe, ne va pas fléchir et puis priver des Africains cette fête du football qu'ils attendent vraiment impatiemment, comme je l'ai dit. Merci. Merci bien. Reste avec nous, nous allons justement faire le tour de quelques villes d'affaires, y compris bien sûr les villes africaines, pour justement découvrir les couleurs du temps. Jodal à l'instant, une valeur sûre de la musique burkinabé. Pour la suite de cette émission, nous passons à la rubrique Invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Hyacinthe Ouedraogo. Il est ancien chercheur d'abord à l'université de Gawa et membre fondateur du d'initiative pour la refondation de la patrie, GIRP. Il faut rappeler que le lancement officiel de ce groupe a eu lieu le 15 décembre passé. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Oui, bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci bien pour l'invitation. Merci d'être là. C'est un honneur d'être là. Alors, on vous sait révolutionnaire de par justement vos écrits, vous épousez les idées de Thomas Sankara. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nostalgique à la Révolution? Oui, disons que nous sommes nostalgiques à la Révolution. C'est vrai que nous n'avons pas vécu les faits directs de la Révolution. Nous étions enfants à l'école primaire quand le président Sankara était assassiné. Mais aujourd'hui, quand nous parcourons les écrits sur sa vie, quand nous lisons ses discours, quand nous écoutons ses discours et quand nous voyons les films, les vidéos sur sa vie, son œuvre et disons la période révolutionnaire, nous sommes vraiment nostalgiques. Nous pensons que le Burkina Faso a raté un virage important de son histoire et il faut impérativement travailler à ramener cette révolution ou en tout cas à ramener ce type de gouvernance au Burkina Faso. La révolution ou le type de gouvernance ou la révolution, c'était beaucoup de choses en même temps. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, peut-être en termes de valeur, en termes de gouvernance? C'est d'abord la vision. La vision, c'est aussi l'intégrité et surtout le patriotisme. Quand vous conjuguez ces trois valeurs dans un pays, dans une équipe dirigeante, gouvernementale, même si tout le monde n'était pas dans la même dynamique du sacrifice, quand même le président Sankara et certains hommes autour de lui incarnaient le patriotisme, la vision, le rêve, l'intégrité, si bien qu'ils ont rebaptisé le Burkina Faso pays des hommes intègres. Il faut justement souligner que vous êtes donc au poste au centre universitaire donc de Gawa, département de gestion du patrimoine culturel et touristique. Alors, Monsieur Ouedraogo, vous êtes écrivain également. Vous avez écrit Le rêve burkinabé. Alors, le rêve burkinabé, justement, c'est ce ouvrage que je tiens. Et il y a bien sûr la photo du capitaine Thomas Sankara, bien sûr, en couverture donc, de votre écrit. Et vous avez écrit « Révolutionne ta vie » en tomes 1, 2 et 3. Quelles seront les thématiques que vous abordez au niveau de vos écrits? Ok, la thématique centrale, c'est la révolution de la mentalité, le changement de conscience, le changement de paradigme. Parce que je suis arrivé à la conclusion que si le Burkinabé souffre, si les Burkinabés passent par des crises énormes, ce n'est pas un défaut de position géographique, ce n'est pas un défaut d'atout naturel. C'est vrai, le Burkina Faso, on aime le dire, est mal loti, mais moi, après analyse, je me rends compte que c'est un défaut de conscience des hommes. Nous ne savons pas valoriser le milieu que nous avons, nous ne savons pas valoriser donc le patrimoine national dans son ensemble. Donc tous mes écrits, que ce soit le rêve burkinabé, je montre que au Burkina Faso, on peut nourrir un rêve puissant qui doit être le tremplin
pour le développement à tous les niveaux. Et dans mes écrits aussi, que ce soit Révolution, tu as vu tome 1, tome 2, tome 3, j'aborde des comportements ou encore une mentalité que le jeune burkinabé doit avoir. Quelle mentalité le jeune burkinabé doit s'armer pour pouvoir faire face aux défis socio-économiques, doivent donc s'armer pour frayer le chemin du succès. Donc, on sait que vous faites aussi dans le coaching. Est-ce que c'est à travers uniquement des écrits ou bien vous partez aussi, vous donnez des conférences, des communications? Je fais des écrits, c'est vrai, mais je fais assez de conférences. Okay. De conférences pour la révolution de la mentalité, le coaching. Je fais donc de la motivation aussi. J'ai une page Facebook où j'anime des directs chaque semaine. Chaque dimanche à 20h, c'est ma page Facebook. J'anime donc des directs et c'est un cœur à cœur avec donc mes abonnés pour toujours travailler à amener les jeunes à être responsables. Beaucoup de jeunes aujourd'hui aiment critiquer, aiment pointer du doigt les dirigeants politiques et autres. C'est vrai, nos dirigeants politiques ne sont pas souvent dans la dynamique du développement. C'est la politique donc des fins partisanes égoïstes. C'est vrai. Mais est-ce que la jeunesse aussi est responsable? Est-ce que les jeunes payent le prix? Quand un jeune élève, étudiant, qui a le bac ou la licence, me dit qu'il est chômeur, qu'il attend donc de faire les concours, mais je dis qu'il a besoin d'être conscientisé, il a besoin d'un coaching pour savoir que le capital intellectuel qu'il a acquis pendant 10 ans, 13 ans à l'école, il doit le mettre à profit pour dompter son milieu, pour se faire de l'emploi, sinon même employer d'autres personnes. Et c'est quoi votre adresse Facebook? Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent suivre les directs. Voilà, ici. donc merci pour la question. C'est Dr Hyacinthe W. Ouedraogo. S'ils cliquent Dr Dr Hyacinthe W. Ouedraogo, ils vont tomber donc sur ma page Facebook de coaching parce que j'ai un centre de coaching pour ça. Nous allons parler maintenant de ce groupe d'initiative dont vous êtes membre fondateur, groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Pourquoi avoir décidé, avec bien sûr les autres membres, de créer ce groupe? Ok, merci bien pour cette question. Il faut dire que nous sommes partis de plusieurs analyses. Et notre action prend en compte la dimension conjoncturelle actuelle, mais aussi la dimension structurelle. Parce que personne aujourd'hui au Burkina Faso n'est sans savoir que nous ne passons pas de crises énormes. Il y a donc cette crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Il y a donc, c'est vrai, les événements de 2014 et la transition de 2015 avaient laissé croire au peuple burkinabé qu'un tournant décisif avait été pris. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le leurre, c'est un leurre dans lequel nous sommes. Donc il y a cette crise de gouvernance, il y a la malgouvernance économique, politique, il y a aussi et surtout cette question de la crise sécuritaire, il y a cette question de l'unité nationale, cette question à tous les niveaux donc de la cohésion sociale. Notre système éducatif est à la dérive, notre système sanitaire est en panne et allez-y à l'hôpital Yalgado, vous verrez que c'est comme si nous ne sommes pas dans un état structuré parce qu'on ne peut pas offrir ce climat sanitaire à des êtres humains. Donc, il y a autant de crises par lesquelles nous passons. Ça, c'est ce qui est conjoncturel. Mais toutes ces crises aussi tirent leurs racines du passé. Donc, c'est des défauts structurels qui aujourd'hui nous donnent cette somme de crises. Donc, nous avons dit que nous sommes jeunes. Et quelqu'un avait dit que chaque génération a une mission qu'il faut découvrir, soit la trahir ou l'assumer. Nous nous sommes dit, nous ne serons pas des jeunes passifs, assis donc derrière nos portables pour critiquer, assis donc dans nos groupes de thé pour critiquer. C'est vrai, il faut critiquer, mais il faut aussi passer à l'acte. Parce que la démission aussi des jeunes, la démission de plusieurs citoyens est aussi la cause des problèmes que nous vivons. Donc voilà pourquoi, pour ne pas être très long, nous avons fait une analyse de toutes ces crises-là, depuis l'histoire, depuis les indépendances et surtout depuis la fin tragique de la Révolution. Et nous sommes arrivés donc à la conclusion qu'il faut lancer donc ce groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. Nous jugeons que la patrie va mal. Nous jugeons qu'il faut une refondation. Et
ce groupe d'initiative-là n'est qu'un cadre de réflexion, parce que nous nous sommes dit aussi que nous n'avons pas à nous seulement, en tant que quelques membres, toute la connaissance et toute la lumière pour proposer quelque chose au peuple burkinabé. Donc il faut passer par un cadre de réflexion où tous les citoyens sont invités, tous ceux qui savent qu'ils ont des idées à proposer, parce que les Burkinabés fuient la réflexion. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par refonder la patrie? Refonder la patrie, c'est il faut même répartir puisque quand on dit patrie, c'est vrai, c'est un héritage que nous avons. Mais cette patrie aujourd'hui a été construite du moins depuis 1960 sur la base donc d'un État. On nous parle donc d'un État avec une constitution, on nous parle donc des valeurs républicaines que nous devons incarner. Maintenant, on se rend compte que le fondement est mal parti. Il y a donc le contrat social doit être revu au Burkina Faso. Et on se demande même s'il y a un contrat social. Parce que dans un État normal, il doit y avoir un contrat social où entre citoyens, chacun sait le rôle qu'il doit jouer. Ou entre gouvernants et gouvernés, il y a donc cette redevabilité. Il y a donc cette responsabilité sociale, civile, cette responsabilité que les citoyens doivent avoir, que les dirigeants doivent avoir. Et c'est toutes ces partitions bien jouées là qui font que la patrie va bien fonctionner, qui font que l'État va être un État fort. Mais on se rend compte que tous ces fondamentaux n'existent pas. Ou s'ils existent, c'est sur le papier. Au Burkina Faso, nous sommes experts dans la rédaction des tests, mais nous sommes minables dans l'application des tests. Et on aime dire que le test, il y a l'écrit et il y a l'esprit, si bien que souvent l'interprétation crée donc cette divergence, crée donc ce désordre. Nous sommes sûrs aujourd'hui, quand nous parlons de refondation, il faut à tous les niveaux revoir en tout cas ce contrat social et il faut donc travailler à assainir la scène politique. Il faut travailler donc à la moralisation de la vie publique. Il faut travailler même à concevoir un nouveau type de citoyen burkinabé. Aujourd'hui, est-ce que nous répondons, quand on dit pays des hommes intègres, est-ce que nous répondons à cette appellation pays des hommes intègres quand on voit toutes ces crises qui parcourent ou encore toutes ces crises qui jalonnent l'histoire et les faits de tous les jours? Docteur Ouédraogo, je vous prends au mot, vous avez parlé de contrat social. Aujourd'hui, dans ce contexte de ce Burkina Faso, quel est le contrat social idéal pour les Burkinabés? Si je dis ce matin que je peux vous dire quel est le contrat idéal, ce serait m'approprier le monopole de la connaissance ou de la réflexion que nous devons mener. Nous savons que le contrat social va mal. Nous savons que, comme je l'ai déjà dit, dans le système éducatif, nous savons que notre système éducatif ne peut pas offrir un citoyen qui puisse défendre le Burkina Faso. C'est pas les gens ne vont pas à l'école. Mais l'école devait avoir pour mission de fabriquer un citoyen burkinabé humain, intègre, compétent, qui puisse défendre le Burkina Faso sur la scène nationale et sur la scène internationale. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si nous prenons au niveau de la santé, le contrat social aurait voulu que, quand on est malade, que l'état dans lequel on vit quand même soit à mesure de vous prendre en charge, soit à mesure au moins de vous offrir des installations sanitaires. Aujourd'hui, même si vous avez de l'argent aujourd'hui, amener un malade d'urgence à l'hôpital, c'est peut-être les couloirs qui vont d'abord vous recevoir. En attendant peut-être 2 ou 3 jours. Je connais un ami récemment qui a fait un accident, qui a eu les côtes brisées, mais qui est mort sans avoir été examiné, sans avoir reçu les soins, parce qu'il fallait passer par des radios et autres. Il est mort sans avoir reçu les soins. Aujourd'hui, combien de citoyens sont contraints de se tourner vers les cliniques? Mais ce n'est pas au privé de prendre en charge la santé des citoyens. Le privé devait être peut-être des relais. Système éducatif, aujourd'hui, il y a plus d'écoles privées au Burkina Faso que d'écoles publiques. C'est quel contrat social l'État nous donne? Allons au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, c'est millions de déplacés au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que nous sommes dans un État responsable qui ne peut pas prendre en charge ces citoyens qui sont déplacés et même étant déplacés, qui ne sont pas bien relogés, qui ne sont pas pris en charge? Aujourd'hui,
le contrat social ne va pas. Et je sais toujours, qu'il faut le voir, ce contrat social. Sur justement la sécurité, aujourd'hui, on a quand même des alertes de population. On parlait tantôt dans la revue de presse du cas donc, de la province du Loroum, Titao qui se vide de ces populations, des personnes qui vivent la peur au ventre. Il y a quelques jours, on parlait de Dablo. C'est juste, est-ce que aussi la mission des autorités, des gouvernants aussi, c'est pas justement d'assurer la sécurité des Burkinabés? C'est ça. Moi, je crois que la première mission d'un pouvoir, c'est de sécuriser les populations, de veiller sur l'intégrité du territoire. Sinon, il n'y a pas de patrie. Une patrie sans territoire, une patrie sans population, je ne sais pas ce que cette patrie peut représenter. Et aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge. Et si quelqu'un se pose aujourd'hui la question de savoir est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, la patrie va exister, ce n'est pas une question fortuite, ce n'est pas une question non-sens. Aujourd'hui, je crois que les pouvoirs, ceux qui nous dirigent, doivent revoir. C'est vrai, il y a assez de missions qu'il faut assurer. Mais la première mission, quand on a prêté serment, c'est pour veiller sur le peuple. C'est pour veiller sur l'intégrité territoriale. Et si ces missions-là ne sont pas assurées, assumées, alors l'autorité doit se poser des questions donc, de son rôle exact. Voilà pourquoi nous parlons de contrat social. Et quand il y a un contrat aussi, il y a bien sûr certainement 2 parties. Pour qu'il y ait un contrat, il y a les gouvernants, mais il y a aussi les gouvernés. Parlons maintenant justement de la population ou du citoyen, quel que soit le niveau où il se trouve. Hein. Quelle doit être aussi la contribution de ce citoyen-là pour justement aussi redorer le blason de ce contrat social dont on parle aujourd'hui? Ok, je vais répondre à cette question en 2 étapes. La première étape, c'est que c'est à l'État même d'inculquer une mentalité, un paradigme aux citoyens. À ce niveau, l'État a failli. Aujourd'hui, quand on crie que les jeunes sont inciviques, les jeunes sont irresponsables, c'est vraiment, j'en veux aux jeunes, je vais en venir à ça. Mais j'en veux d'abord à l'État. Parce que l'être humain, là, c'est un produit. Nous sommes tous le produit d'une société. L'être humain est un produit social. Nous sommes le fruit de notre moule familial, notre moule social. Aujourd'hui, qu'est-ce que la famille au Burkina Faso offre à l'enfant comme éducation? Qu'est-ce que le système éducatif ou l'État offre à la jeunesse comme éducation? Mais l'enfant, quand vous prenez 100 enfants qui sont nés dans des conditions d'éducation macabres, vous êtes parti pour 20 ans après avoir 90 jeunes qui se comportent mal. C'est vrai que certains, par leur discipline personnelle, peuvent, en dépit donc de la mauvaise éducation, bien se comporter. Mais si vous avez un mauvais système éducatif, une mauvaise société, il est évident aujourd'hui qu'est-ce que la télévision donne comme éducation aux enfants. On passe le temps à montrer des scènes macabres, c'est les images obscènes qu'on montre à la télévision et on veut, après ça, qu'on ait un type de citoyen responsable. C'est difficile. L'autre côté, comme vous l'avez dit, le citoyen aussi, à partir du moment où il est un citoyen majeur, doit s'imprégner des réalités de son pays. Doit être... Parce que l'être humain n'est pas un animal. C'est l'animal qui se laisse conduire à l'abattoir. L'être humain doit accepter et se former, aller à l'information, être une personne compétente. Et c'est ce que je dis aujourd'hui. On remarque que dans la société burkinabé, le citoyen est irresponsable. Il s'attend à ce que le pouvoir en place ou les dirigeants politiques fassent tout pour eux. Alors que l'homme aussi doit apprendre à se battre, doit être responsable, doit apprendre à payer le prix, la facture pour sa réussite sociale. Et même, je me rappelle du président américain John Kennedy qui disait que dans les années 1960, que le jeune américain ne doit pas se poser la question de savoir qu'est-ce que l'Amérique peut faire pour moi, mais la question première est qu'est-ce que je dois faire pour ma patrie. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il faut qu'on rappelle ça aussi aux citoyens burkinabés. Tout le monde, qu'est-ce que l'État peut faire pour moi, si bien qu'on est prêt aux compromissions. Alors que le bon citoyen aussi doit avoir une participation citoyenne, doit avoir des initiatives à la base pour participer donc au développement de son pays, donc de sa nation. Et tout ça, pour me résumer, moi j'en veux donc aux dirigeants politiques. Sankara avait dit que le développement passe par la mobilisation. Le développement passe par l'engagement, l'implication. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens pensent que le développement est chaud, il doit venir du sommet. Mais le développement qu'on peut avoir de façon réelle et durable, c'est le développement participatif,
où tous les citoyens sont impliqués dans la recherche de solutions et aussi dans l'application de ces solutions. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, vous l'avez souligné plus haut, c'est justement cette crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, entre population et autorité. Peut-être que la refondation aussi de la patrie doit passer par là, parce qu'aujourd'hui, que ce soit le pouvoir judiciaire, que ce soit les autorités, les Burkinabés n'ont pas tendance à toujours aller vers ces personnes-là pour chercher des solutions. Il n'y a plus de confiance et des gens vous diront qu'ils préfèrent taire certaines affaires parce que pour eux, ça ne va pas prospérer. Ok, ce que vous dites, c'est vrai. Nous, dans notre dynamique de ce groupe d'initiative pour la refondation de la patrie, c'est mettre sur la table l'arme de la réflexion. Créer un cadre où tous les Burkinabés des villes et des provinces, où tous les jeunes, qu'ils soient élèves, étudiants, travailleurs, chômeurs, nous allons déballer un ensemble d'activités où les gens seront invités à la réflexion. Et nous allons capitaliser tout cela pour aller vers des propositions concrètes. Et nous sommes déjà prêts, nous disons à la jeunesse, la démission citoyenne, la démission politique est suicidaire. On ne peut pas vouloir le changement sans vouloir s'impliquer. Il faut que les jeunes acceptent. Comme vous l'avez dit aujourd'hui, quand vous dites même à la jeunesse, au peuple burkinabé, que vous partez en politique, vous êtes déjà décrié. On vous calcule déjà que si vous partez en politique aujourd'hui, dans 5 ans, vous serez déjà un homme compromis, un homme qui aura renoncé donc aux valeurs qu'il défendait d'antan. Donc moi je dis non. Il faut qu'on apprenne aussi à se faire confiance, à accepter aller dans le champ politique avec les armes d'intégrité, avec les valeurs qu'on veut défendre. Sinon, ça sera un terrain qu'on va toujours laisser à des gens sans vertu et la conséquence sera toujours la malgouvernance. Parce que si beaucoup vont en politique pour des fins partisanes égoïstes, il faut que d'autres qui n'ont pas donc ce penchant-là, qui pensent que les idées sankaristes peuvent être appliquées, peuvent être remises sur la table, réadaptées au contexte actuel-là. Il faut que ces personnes aussi acceptent s'engager en politique. Vous avez lancé officiellement ce cadre d'initiative pour la refondation de la patrie le 15 décembre passé et vous avez parlé tantôt d'activités que vous avez menées. Est-ce que vous avez déjà élaboré un programme? Le programme est en cours de conception. Qui sera composé de quoi, notamment? Principalement des conférences, des panels. Nous allons donc créer en tout cas un cadre. Tout ce qui a trait à la réflexion, à la pensée, donc sera dans le menu des activités que nous allons mener. Mais c'est rassembler les gens et poser des thématiques centrales pour le changement de paradigme. Des thématiques centrales sur même les fondamentaux. Qu'est-ce qui ne va pas au Burkina Faso et vers quoi nous devons aller? Et tout le monde donc sera consulté, la jeunesse intellectuelle, donc la chefferie, donc les autorités, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose seront consultés. Et à l'issue de ça, nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place, du moins de rendre applicables ces décisions ou encore ces idées qui seront formulées. Donc, principalement des conférences, des cadres de débat, des panels, assez d'échanges, voilà. Mais c'est l'arme critique de la pensée, donc on aime dire la réflexion prospective qui va donc nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il faut pour notre patrie. Docteur Ouedraogo, est-ce qu'aujourd'hui justement le Burkina est dans une dynamique de réconciliation nationale, on parle de réconciliation nationale et le forum en principe doit se tenir en janvier. Alors, est-ce que les activités donc, de votre cadre d'initiative vont contribuer pour cette réconciliation nationale? Oui, nous allons aussi réfléchir sur cette question de la réconciliation nationale. Mais ça ne se fera pas de façon conjoncturelle. Il faut remonter les faits. Parce que souvent, c'est comme je l'ai dit, est-ce que souvent les politiques veulent appliquer ce qui sera proposé? Nous venons de sortir des assises nationales de l'éducation. Il y a eu assez de propositions qui ont été prises. Même si l'ensemble, même si ces assises ne peuvent pas permettre une réforme profonde, néanmoins, ces idées qui ont été émises là, si elles étaient appliquées, auraient permis quand même de révolutionner profondément ou encore sensiblement le système éducatif. Mais on passe pas des assises, on passe pas des échanges, les idées sont émises, mais après, voilà, dans les tiroirs qu'on les range. Qu'est-ce qui sortira de ce forum? Pas qu'il n'y aura pas de belles propositions, mais seront-elles appliquées? Parce que nous ne sommes pas dans la dynamique seulement de proposer des idées pour les balancer aux autorités. Si elles vont les appliquer,
Dieu merci. Mais si elles ne vont pas les appliquer, nous sommes une jeunesse responsable. Notre engagement n'a pas de limite. Et nous verrons qu'est-ce qu'il faut faire pour que les autorités pratiquent ces idées-là ou bien pour que nous créions le cadre pour les appliquer nous-mêmes. Quels sont justement les autres membres de ce cadre? On a vu Adama Siguré. Si, donc nous sommes actuellement au nombre de 7 personnes, mais déjà nous travaillons sur une charte qui va permettre l'adhésion de tous ceux qui vont adhérer donc qui vont se sentir dans cette charte-là. Parce que il y a des fondamentaux, c'est des valeurs que nous devons incarner, c'est un idéal, une vision que nous devons avoir. Voilà, on ne vient pas dans ce cadre-là pour se frotter les mains. Non, nous n'avons pas d'argent à proposer à quelqu'un, nous n'avons même pas de fonds. Venir dans ce cadre-là, c'est être prêt pour apporter sa contribution dans la réflexion, sa contribution, payer de son temps, de son énergie et aussi donc de son argent. Parce que comme nous disons là, on ne refonde pas la patrie donc en espérant des gains, mais c'est un sacrifice. Parce que nous pensons déjà que notre génération doit poser les jalons pour que les générations futures. On a vu le Japon après la Seconde Guerre mondiale. C'est un pays qui était à genoux, mais qui a accepté de payer le prix, si bien que 30 ans plus tard, le Japon qui était à genoux après la Seconde Guerre mondiale était la deuxième puissance économique juste derrière le Japon. Vous savez que de nos jours, avec donc le réveil de la Chine, le Japon est classé aujourd'hui au 3e rang mondial. Sinon, parmi les membres, vous avez effectivement Adama Siguré, qui est écrivain, vous avez donc Dr Louré, qui est médecin, qui est aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous avez Dr Romial Yaro, qui est pharmacien. Vous avez donc Dr Poda, qui est en tout cas dans le domaine de la santé. Voilà. Et vous avez Monsieur Dipama, Monsieur Dipama, vous avez donc Monsieur Zagré, okay. Donc qui est un spécialiste donc des sociétés d'État. Nous sommes 7 personnes, mais nous pensons que dans les semaines à venir, nous serons 700, nous serons 7000, nous serons 7 millions, nous serons donc tous les Burkinabés pour une réflexion mûrie, une réflexion qui va triompher des mots qui minent et qui ébranlent actuellement la nation burkinabé, notre chère patrie. Merci docteur, notre temps est terminé. Notre temps est terminé. Oui. Merci bien madame, ce fut un plaisir d'être sur votre plateau et vraiment Dieu bénisse la radio et la télévision. Et amen. Dieu bénisse la radio et la télé, nous disons amen pour voilà, tout. Et Dieu bénisse aussi les auditeurs qui nous écoutent. Amina. Voilà. Et les téléspectateurs qui nous suivent sur Savane TV. Voilà. Merci à vous d'être passé. Dr Hyacinthe Ouédraogo est enseignant-chercheur à l'université de Gawa et il est membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie. C'est un nouveau groupe qui vient de voir le jour. C'était le 15 décembre passé. Donc, c'était le 15 décembre passé que ce mouvement a fait son lancement officiel. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner notre invité, nous vous proposons du moins une petite balade musicale. C'est le temps aussi d'installer Serge Youssef Ouédraogo pour la chronique Un nœud sur la société. Fouche Alpha à l'instant. Pour la suite, nous allons passer à la chronique Un nœud sur la société. Et c'est avec Serge Youssef Ouédraogo que nous retrouvons juste après. Et notre Karen Samba est bien installé sur le plateau de Bonjour le Faso pour sa chronique. Bonjour Youssef. Bonjour Abzeta. Comment ça va? Oh Dieu merci, ça peut aller. Ça peut aller. Ouais. D'accord. Alors Youssef, que nous retrouvons chaque mardi pour la chronique Un œil sur la société. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous intéresser aux cadeaux des enfants. Quels cadeaux vous pouvez offrir à vos enfants en ces fêtes de fin d'année, Noël et puis bien sûr le Nouvel An. Nous en parlons avec Youssef aujourd'hui. Alors Karen Samba, c'est un thème qui va intéresser beaucoup les enfants qui sont en congé actuellement et qui va intéresser aussi donc les parents. Et quand on parle de cadeaux, à quoi est-ce qu'on peut faire allusion, Youssef? C'est vrai, comme vous l'avez dit, que les enfants sont en congé et les enseignants aussi sont en congé. Bien sûr. Ces braves enseignants qui ont battu vraiment du bon boulot pendant ces 3 mois. Donc, nous leur faisons un coucou de passage. Voilà. Donc, quand on parle de cadeaux ici, il faut dire déjà qu'on pense à des récompenses, à un présent qu'un parent peut offrir à son enfant lors d'une fête. La Noël, le janvier. Voilà. Donc, comme ce sont les congés du premier trimestre, il y a des parents aussi qui ont promis à des enfants, si tu travailles bien, si tu me ramènes telle moyenne, je vais t'offrir
un cadeau. Donc l'enfant aussi attend son cadeau. Maintenant, certains profitent de la fête de Noël. Et comme d'autres disent que le Père Noël aussi vient, il y a des enfants qui vont écrire « Papa, je veux ça, je veux ça, je veux ça », citer beaucoup de cadeaux que le Père Noël va venir les donner. Sachant que c'est le Père ou la maman... Et puis la nuit, là, c'est le Père qui devient le Père Noël. Justement. Voilà, donc un cadeau, c'est un présent, voilà, une récompense que quelqu'un ou bien un papa fait, donne à son enfant en contrepartie de quelque chose, ou bien bon, parce qu'il est content de lui, ou bien c'est la fête pour faire plaisir aussi aux enfants. Il faut les offrir des cadeaux de temps en temps. Pas les enfants seulement. Vous savez qu'à cette période, nous parlons vraiment des enfants, parce que c'est dans le cadre éducatif que nous abordons, mais les grandes personnes aussi ont des cadeaux, surtout les mamans, surtout les femmes. En tout cas, on ne refuse pas un cadeau. On refuse pas un cadeau. Alors, Youssef, est-ce que justement c'est une obligation pour les parents d'offrir un cadeau à l'enfant à la fête de Noël ou bien du Nouvel An? Bon, dire que c'est une obligation, c'est trop dit. C'est pas une obligation. Mais dans la mesure du possible, si vous avez les moyens d'offrir un cadeau à votre enfant, faites-le. Ça, c'est bon. Maintenant, il ne faudrait pas aller prêter de l'argent pour pouvoir offrir un cadeau à un enfant. Ça aussi, c'est pas bon. Et avoir des problèmes après. Donc, c'est pas une obligation. Mais c'est une nécessité d'offrir un cadeau à votre enfant si vous pouvez le faire. Ok, on peut le faire, donc on le fait, mais sinon, c'est pas obligé. Oui. Parce qu'après, il y a des enfants qui exigent vraiment des choses. Et quand on parle de dons de cadeaux, tu as cité justement plusieurs occasions. Est-ce qu'il faut forcément attendre les fêtes de fin d'année pour offrir des cadeaux? Non, on ne doit pas attendre les fêtes de fin d'année pour offrir des cadeaux. Mais quand on parle de cette période-ci, nous sommes en train d'aller vers la nouvelle année. En train d'aller vers la fête de Noël. Et on va enchaîner la nouvelle année. Donc, c'est des périodes que certains parents profitent pour offrir beaucoup de cadeaux. C'est une bonne occasion pour faire des cadeaux. Voilà. Si vous voyagez trop, vous n'avez pas le temps de causer de temps en temps avec les enfants et de voir dans le cahier des enfants pour voir le rendement scolaire. Donc, voilà des occasions, au moins que vous allez prendre des congés, vous allez rester à la maison, vous allez revenir. Il y a d'autres même qui viennent de l'extérieur. Ils ne sont pas là, ils travaillent à l'extérieur, mais ils viennent à ces occasions-là pour voir la famille. Donc, voilà des occasions qu'on profite, faire des cadeaux aux enfants pour dire que c'est vrai que je ne suis pas toujours à côté de toi, mais je suis de cœur avec toi, donc je suis là. Donc, ça fait plaisir aussi à l'enfant. Ah, papa m'a offert des cadeaux à la Noël, 1er janvier. Donc, ça reste. Ça reste dans l'image de l'enfant qui dit « Ah, à cette période, j'ai eu tel cadeau, tel cadeau. » Donc, vous voyez ce que ça fait pour l'enfant. Ça fait que motiver l'enfant encore pour la suite de ses études. Donc, tu essaies de nous dire que c'est important aujourd'hui le don de cadeaux aux enfants. Quelle est justement son importance? C'est important d'offrir des cadeaux aux enfants dans la mesure où l'enfant aussi veut que... ceux qui suivent son travail à l'école, que les parents aussi qui l'ont mis à l'école, qui veulent un rendement, disent c'est vrai que vous avez travaillé, vous avez bien travaillé, moi je vous donne là. Je veux encore que vous pouvez aller très loin encore. Et c'est des promesses en promesses. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont promis les cadeaux à la rentrée, en octobre. Ah, les fêtes sont là. Père Noël va envoyer ses cadeaux. Mais si vous faites mieux, moi aussi je vais ajouter aussi des cadeaux aux cadeaux de Père Noël. Donc vous voyez, donc les enfants, ils vont toujours essayer d'aller très vite et bien à l'école pour mieux faire ce qu'ils devaient faire pour avoir la bonne moyenne. Voilà, vous savez que c'est vrai que même les enfants qui n'ont pas eu la moyenne, on ne peut pas donner des cadeaux. Hein. Voilà, on peut leur donner des cadeaux pour les remonter encore, dire ah, c'est vrai que tu n'as pas bien travaillé, mais prochainement, tu peux mieux faire. Donc, les cadeaux aux enfants, s'il y a la possibilité, il faut le faire. C'est important. Oui. Ça galvanise et puis voilà, ça donne encore du courage aux enfants. Et qui doit offrir le cadeau? Parce que tu prends l'exemple vraiment du papa. Est-ce que c'est uniquement papa qui doit offrir le cadeau ou bien les deux parents ou d'autres personnes? Quand je parle de papa, c'est vrai, il faut dire que la famille peut offrir des cadeaux aux enfants. C'est-à-dire que papa, maman, les oncles, les tantes, même les amis peuvent donner des cadeaux aux enfants. Donc, c'est pas dire que c'est la famille nucléaire. Voilà. Autrui peut venir avec un cadeau aussi pour faire plaisir à votre enfant.
Donc, le cadeau, c'est pas seulement les parents. Voilà, c'est la famille. Quand la famille africaine, c'est vaste. La famille élargie. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire si on donne un cadeau à un enfant et qu'il le refuse? Ça, c'est quand on donne un cadeau à un enfant qui refuse, il faut dire que peut-être que l'enfant... Vous savez que souvent, il y a des parents qui promettent des cadeaux aux enfants. Si vous faites ceci, moi, je vais vous offrir tel cadeau. Et à l'arrivée, ce n'est pas le cadeau que vous avez dit à l'enfant que vous avez l'offrir. Parce que vous avez vu juste pour faire quelque chose et les moyens ne sont pas vraiment... Et vous avez fait autre cadeau pour l'enfant. L'enfant refuse. Vous n'avez pas respecté en fait peut-être votre choix ou votre entente. Voilà. Parce que là, si vous vous entendez à ce que vous lui donnez un vélo pendant les périodes de fête de fin d'année et qu'après on lui donne autre chose, voilà. Bon, monsieur peut dire qu'il ne veut pas. Donc c'est là l'enfant peut refuser. Mais malgré tout ça, il y a aussi des stratégies, des techniques pour amener l'enfant à accepter le cadeau, pour que l'enfant sache que c'est pas parce que vous ne voulez pas l'offrir le vélo, mais c'est à la période donnée, c'était pas facile d'offrir le vélo. Mais prochainement, voilà. Donc il y a des techniques pour que l'enfant puisse accepter le cadeau. Sinon, on ne refuse pas un cadeau. Un cadeau, c'est un don. Donc on ne refuse pas un cadeau. On ne doit pas refuser un cadeau. C'est vrai qu'il y a des enfants. Et souvent, il y a des parents aussi qui se laissent berner par certains enfants, surtout les parents qui ont les moyens. Les parents qui ont les moyens, il peut envoyer quelque chose, l'enfant va dire que je ne vais pas. Il va repartir encore envoyer une autre chose. Là, en ce moment, c'est l'enfant qui vous maîtrise. Donc, il faudrait éviter cela. Il faut chaque fois, il faut éviter cela. Il faut chaque fois dire à l'enfant, c'est vrai que je t'avais promis ceci, cela, mais voilà, prends ça, prochainement, il y aura. Mais si vous, automatiquement, l'enfant vous moyen, vous partez changer encore, il y a des parents qui le font. Voilà, ça, c'est pas bon. Évitez ça. D'accord. Alors, Youssef, on parlait de grandes questions tout à l'heure. L'autre grande question aussi, c'est quel genre de cadeau doit-on offrir à nos enfants? Ça, c'est vraiment en général, mais bien sûr, surtout pour ces périodes de fête de fin d'année, quel type de cadeau on doit offrir aux enfants? C'est vrai, les cadeaux qu'on donne aux enfants, il faut savoir choisir les cadeaux. Parce que à ces périodes-là, il y a du tout qu'on peut donner aux enfants. Mais il y a les parents aussi qui vont aller acheter ce qui n'est pas éducatif. Quand vous voulez donner un cadeau à un enfant, il faut voir l'âge de l'enfant et la mentalité de l'enfant pour que ce soit éducatif. Là, l'enfant peut prendre ça et dans le processus éducatif que l'enfant a appris à l'école, ça peut continuer avec le cadeau que vous voulez donner. Il y a des jouets que vous pouvez donner aux enfants qui peuvent essayer de faire des recherches, de construire une maison, mathématiques, d'essayer de faire beaucoup de choses. Mais il ne faudrait pas aller donner des cadeaux qui sont à l'image de pouvoir blesser, de pouvoir utiliser pour faire la guerre. Voilà. Je vois des parents qui achètent des pistolets en caoutchouc avec de l'eau, un truc comme ça, c'est pas... Et puis les enfants passent le temps à faire cao. Donc déjà, vous mettez dans la tête des enfants qu'on peut faire cao à une personne. Voilà. On peut braquer, on peut faire quelque chose. Non, il faut prendre des cadeaux éducatifs. Il y a des cadeaux éducatifs. Là, on a des jeux, par exemple, que vous pouvez acheter pour vos enfants, pour leur apprendre notamment à classer les lettres, à classer des chiffres. Ça, par exemple, c'est des jeux vraiment éducatifs. C'est des cadeaux qui permettent à vos enfants, justement, de cultiver leur intelligence. Voilà. Il y a des cadeaux aussi. Il y a des cadeaux où il y a beaucoup d'animaux. Voilà. Des enfants, par exemple, le nom des animaux. Oui. Voilà, ils ont vu ça en classe. Quand vous payez ces cadeaux, l'enfant fouille encore, l'enfant les voit. On a vu ça à l'école. Donc ça ne fait que cultiver, ça ne fait qu'amener l'enfant à pouvoir faire ressortir ce qu'il a appris à l'école. Mais si c'est des cadeaux qui vont dans le sens vraiment de détruire ou bien de faire du mal, l'enfant n'apprend rien. Donc ce qui fait qu'on dit qu'il faut savoir choisir les cadeaux des enfants. Voilà, parce que les enfants imitent facilement. Enfants qui prennent, ils sont là, on va s'amuser, quoi. Donc ils imitent. Donc, vous avez déjà évité les cadeaux, par exemple, des objets de guerre et autres. Il faut éviter surtout ça. Couteaux, fusils, pistolets. Éviter ça. Même si c'est en caoutchouc, c'est un peu le symbole là qui est surtout important à retenir ici. Justement, ça reste l'enfant imite. L'enfant voit souvent les dessins animés, et si vous payez un pistolet pour lui, il va essayer. Voilà, c'est pas bon. Donc, mais si c'est un ballon, ou bien des jeux comme des bébés, ou les petites filles peuvent essayer de tresser, voilà, ils apprennent à natter, à coiffer, tout ça, voilà, ça éduque. Voilà, ça éduque.
Ça éduque, donc ça les permet encore de pouvoir mieux voir quand ils vont aller au CM2 en 6e. Voilà, ils vont être maintenant, ils vont ouvrir même des salons de coiffure, d'autres vont ouvrir vraiment donc beaucoup de choses. Mais si c'est déjà ce qui n'est pas bon, si l'enfant prend cette direction, vous voyez que c'est pas une bonne direction. D'accord. Et puis je pense aussi qu'il faut offrir des cadeaux utiles aux enfants. Parce qu'à un certain âge, écoute, quand tu as quoi? Quand tu as je sais pas, 12 ans, 11 ans, il faut leur offrir des cadeaux utiles. C'est plus, je pense pour moi, c'est plus la peine de lui offrir des cadeaux où vraiment il faut s'asseoir, jouer avec, ou si c'est pas que ce soit des cadeaux vraiment qui vous permet donc de jouer, de faire des jeux éducatifs. Si on peut offrir par exemple à un enfant de 11 à 10 ans un ballon, pour le garçon par exemple, on peut offrir, je ne sais pas, quelque chose d'utile en tout cas, ce qu'il peut utiliser tous les jours dans sa vie et puis ça va l'aider. Oui, il faut, comme le ballon... Un livre par exemple, un livre de contes, je sais pas, un recueil de poèmes. Oui, il faut apprendre aussi quand même à donner des cadeaux utiles aux enfants, pas seulement forcément pour jouer. Ça, on peut leur offrir ça, pourquoi pas. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, il y a des tablettes éducatives où tout ce qui est à l'intérieur comme application, c'est éducation. Par exemple. Voilà, c'est éducation. Donc, ça aide l'enfant dans les recherches, en calcul, en éveil, en histoire géo, etc. Voilà, ça, c'est des cadeaux vraiment utiles à l'enfant. Mais il ne faut pas donner des cadeaux qui ne servent pas à l'enfant. Voilà. Donc, quand c'est des cadeaux, l'enfant même, ça l'aide dans son cheminement scolaire, même dans la vie aussi. Parce qu'après l'école, il y a la vie aussi qui est là. Bien sûr. Donc, il faut offrir des cadeaux vraiment utiles aux enfants. Ne donnez pas des cadeaux qui ne sont pas vraiment utiles. Alors, Youssef, et quand on parle de l'histoire du cadeau, moi, la question qui me taraude l'esprit, je me dis, c'est une histoire de blanc, ça. C'est avec un peu la modernité qu'aujourd'hui, on parle de cadeaux, d'offrir des cadeaux aux enfants à ces périodes de fête de fin d'année. Est-ce que vraiment, moi, je ne prendrai pas mon cas, je prendrai plutôt ton cas pour reculer vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des années derrière? Est-ce qu'en ce moment, on parlait vraiment de cadeaux? Est-ce que le jour de la fête, si vous arrivez à avoir à manger, c'est pas fini, ça s'arrête là, quoi. Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Quand on n'est pas en arrière, pour avoir un cadeau pour donner à un enfant, c'était même pas en fait dans la culture le jour de la fête, c'est d'avoir un bon plat, voilà, avec la viande et avec du jus, et vous mangez, vous êtes content, vous dansez et vous partez de porte en porte. Faire sambé, et on vous donne 10 francs, 5 francs par là, vous êtes content. Les cadeaux, c'était pas à notre... Voilà. Maintenant, bon, avec l'évolution, et comme on copie aussi ailleurs, c'est ça, on copie justement la culture occidentale, et puis c'est pas que c'est pas bien, mais bon, on n'est pas obligé de prendre tout. Il faut savoir copier. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit des enfants qui exigent. Oui. C'est devenu une obligation. C'est la fête de fin d'année, papa, maman, qu'est-ce que tu vas me donner? C'est pas forcé, quoi. C'est pas forcé. On va terminer par tes conseils à l'endroit des parents. Ok, ce que nous allons donner comme conseil aux parents, c'est dire aux parents, c'est bien de donner des cadeaux aux enfants, mais ne vous forcez pas quand vous n'avez pas les moyens. Il ne faudrait pas aussi qu'un enfant vous exige et malgré vos moyens, et vous faites. Si vous faites, demain encore, l'enfant va vous exiger que vous êtes obligé de faire. Le jour que vous n'avez pas les moyens, il faut éduquer l'enfant selon ce que vous voulez que l'enfant doit être, et l'enfant sera comme ça. Mais ne prenez pas les moyens que vous avez et vous donnez à l'enfant. Le jour que vous n'avez pas les moyens, l'enfant va devenir quoi? Il va devenir quelque chose qui n'est pas un brigand, un voleur, parce qu'il veut forcément ça. Il va les prendre. Et quand il va prendre, on va l'arrêter. Il faut lui apprendre. Il faut savoir éduquer votre enfant selon votre vision. Voilà. Cadeau ou pas cadeau, l'enfant est un bon enfant. Ça dépend de comment vous l'éduquez. On a tout dit que l'éducation, c'est la base. La base, c'est la maison. Merci à toi, Kansamba. Et rendez-vous mardi prochain pour une autre chronique, un œil sur la société. Donc, alors, nous parlions justement des cadeaux à offrir aux enfants pendant les fêtes de fin d'année. Sachez choisir donc vos cadeaux pour vos enfants, c'est important. Offrez-leur des cadeaux si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est vraiment pas forcé. Et surtout, sachez choisir les cadeaux pour vos enfants. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. C'est ici
on se dit au revoir puisque le temps est parti à cette émission est fini, c'est arrivé, c'est la fin. Au revoir, rendez-vous demain pour d'autres aventures de l'émission Bonjour le Faso. Merci à nos amis de Facebook qui nous suivent chaque matin en direct à partir de 7h30 sur la page Facebook de Savane TV. Et merci à tous les fidèles téléspectateurs. Rendez-vous demain. Au revoir.